Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le mercredi 8 avril 2026, nouvelle vidéo sur les cryptos. Obligé de vous faire une vidéo les gars aujourd'hui parce que déjà première chose, regardez tout le vert qu'on a. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une petite bougie verte comme ça en daily sur BTC et les altcoins. 8% sur Ethereum, 6% sur BTC. Donc rien d'extraordinaire pour l'instant dans le sens où on reste dans cette sorte de range rebond qu'on a depuis plusieurs semaines. Mais on a quand même eu une news importante pour le marché et qui a fait d'ailleurs rebondir assez fortement le marché à court terme, c'est toutes les news qu'on a eues entre les US et l'Iran et surtout tous les discours, tous les contradictions qu'on a eues, je peux le dire comme ça je pense, de la part de Trump sur les derniers jours. Vous allez voir que c'est à la fois intéressant, à la fois ça fait peur et à la fois c'est frustrant, je peux dire frustrant parce que on a du mal à essayer de voir dans quel sens ça va partir quand t'as un Trump qui change d'avis comme de chemise tous les jours, quoi. Ça c'est assez fou. Mais du coup, ouais, Trump qui a pris pas mal de décisions sur le fait de continuer la guerre, arrêter la guerre, reprendre la guerre, faire un cessez-le-feu, etc. Vous allez voir, on va démêler le vrai du faux, et c'est de voir aussi comment l'Iran a réagi face à ça. Et bien sûr, voilà comment les marchés ont réagi, comment moi j'ai réagi par rapport à mes trades, parce que rappelez-vous, j'étais plutôt en short sur BTC, c'était extrêmement bien passé là sur les dernières semaines. Là, du coup, vous allez voir que c'est un peu moins bien passé, j'avais mon stop loss à 72 000. Vous allez voir que du coup, je suis sorti de mon trade. Malheureusement, j'ai pas pris de profit. Après, j'ai pas perdu non plus d'argent, c'est un trade ABE, donc j'ai perdu, rien gagné. Même si c'est dommage parce que ça aurait pu être un bon point d'entrée là qu'on avait sur les 72-74 000 dollars pour aller chercher du coup le target qu'on avait des 60 000 dollars. Mais bref, on va revoir ça ensemble parce que vous allez voir que c'est pas foutu. On peut avoir d'autres zones pour short qui peut être intéressantes et qu'il faut surveiller un peu au-dessus de nous. Allez, on commence directement par Trump. Alors déjà, ça c'est le 5 avril, donc il y a 3 jours, on avait Trump qui nous dit, alors déjà qui nous dit des grosses dingueries, ça, il nous dit « Ouvrez le putain de Détroit, bande de fous furieux, où vous vivrez en enfer. Regardez seulement. » Et après il a dit louange soit là. Donc en gros, c'est plutôt voilà, prier pour Allah. Bref, il fait ce tweet, alors c'est même pas un tweet, mais c'est sur son réseau social réel, et qui du coup reporté sur Twitter. Et ça fait déjà pas mal réagir. Je le vois passer en plus aux infos, genre par hasard je regarde TF1, j'ai quelqu'un qui regarde TF1, je regarde par hasard TF1, je vois qu'il passe ça aux infos en mode c'est un discours qui prend, qui fait réagir quoi. Et forcément, quand t'as un président des États-Unis qui dit bande de fous furieux, ouvrez le détroit, et après il dit priez pour Allah, enfin priez plutôt Allah, je sais pas comment on peut le traduire exactement, mais ouais, qui parle avec ce discours-là, ça fait quand même quelque chose. Après, voilà, on sait que Trump, forcément, il a des discours qui sont extrêmes, donc on est un peu habitué à ça. Ensuite, du coup, qu'est-ce qui se passe sur les derniers jours? Par rapport à il y a 2 jours, on a commencé à avoir un cessez-le-feu entre l'US et l'Iran qui pouvait entrer en rigueur voilà, avec les négociations qu'on avait. Donc voilà, l'objectif principal, c'est de réouvrir le détroit d'Ormuz parce que le gros point fort, le gros avantage qu'ont l'Iran, c'est bien sûr ce détroit d'Ormuz, parce qu'en fait, il a un impact direct sur l'économie mondiale. Et on ne se rend pas compte à quel point que seulement 20% voilà, du trafic du pétrole mondial, ça peut foutre le bordel. Et du coup, le truc, c'est que Trump, en fait, qui attaque l'Iran, voilà, il peut encaisser. Après, le truc, dès que ça commence à toucher au marché, à l'économie, là, il y a beaucoup plus de gens qui vont être touchés. Et du coup, pour lui, ça va être beaucoup plus compliqué, en fait, si vous voulez, de tenir la guerre. Et du coup, j'ai l'impression que le détroit d'Ormuz, pour l'instant, à court terme, en fait, c'est vraiment l'objectif des US pour essayer de limiter la casse par rapport à déjà ce qui est en train de se passer depuis plusieurs semaines. Du coup, voilà, ça commence à parler d'un cessez-le-feu. On n'est pas sûr, mais on se dit que ça pourrait être le cas. Du coup, on a les marchés qui commencent petit à petit à redevenir un petit peu verts. On se dit que ça pourrait le faire. Et en fait, suite à ça, on a quoi? On a les États-Unis, on a Trump qui nous dit ouvrez le putain de détroit, sinon voilà, j'ai tout fermeté. Et du coup, tu as l'Iran qui déclare aux États-Unis que le chemin vers la diplomatie a été détruit, que les actions terroristes de l'Amérique en Iran ont essentiellement retiré la diplomatie de l'ordre du jour. Et là, du coup, les marchés ne rekiffent pas. Ça rebaisse légèrement. Donc ça se passe dans l'espace de quelques jours. On a aussi, j'ai vu le Pakistan, je crois, qui essaie de faire intermédiaire entre l'Iran et les US, qui propose quelque chose qui pouvait aboutir. Finalement, vu que les US, ils sont vraiment dans le truc de rien céder et de dire que, voilà, eux, ils veulent négocier leurs conditions. Mais en fait, à chaque fois, l'Iran, ils sont en mode, nous, on a l'avantage sur vous par rapport à Détroit de Hormuz. Et du coup, ils disent que si c'est une négociation avec les conditions des US, c'est même pas la peine d'y penser. Et eux, ils veulent vraiment le faire que si en fait c'est avec leurs conditions. Et du coup, ce qui fait que ça rompe en fait le lien entre les US et l'Iran par rapport au cessez-le-feu qu'on pourrait avoir.
Et en fait, là où ils sont forts, l'Iran, c'est qu'ils arrivent à tenir leur régime sans que ça s'écroule de l'intérieur. Dans le sens où, en fait, le plan des US, c'était de faire tomber la tête du régime pour qu'ensuite, ça s'écroule un peu comme un château de cartes. J'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo. En fait, l'Iran, ils ne sont pas construits de la même façon que nos sociétés occidentaux, où ils ont plutôt une structure qui n'est pas pyramidale, mais qui est ancrée plus profondément dans tous les étapes, en fait, si vous voulez, de leur structure. Et du coup, s'il y en a un des chefs qui tombe, comme ça a été le cas, mais en fait, tu en as plein d'autres derrière qui suivent. Et du coup, l'attente qu'avaient les US, à mon avis, de faire écrouler la tête du régime, puis qu'ensuite il y ait une guerre civile ou voilà, une rébellion au sein du régime iranien qui se fasse, et ben pour l'instant, c'est pas le cas. Et du coup, tant que l'Iran en fait arrive à tenir son régime comme ça, ben, ça va être très compliqué pour les US d'aller faire une guerre plus forte, plus terre à terre, donc plus sur le terrain, comme la font par exemple la Russie et l'Ukraine, et essayer de finir ça rapidement. Ça va être beaucoup plus compliqué. Et ça, les Irans, ils le savent très bien. Et du coup, c'est pour ça qu'ils s'en servent comme atout. Et le temps est plutôt quelque chose qui a un avantage en fait pour l'Iran que forcément que les US qui eux attaquent. Et qui avait pour objectif, je pense, de base, d'y aller plus rapidement, quoi, que ce soit fini plus rapidement. Après, comme d'hab, hein, t'as aucune guerre qui est commencée, qui est déclarée, en pensant que ça va se finir dans hyper longtemps. À chaque fois qu'en général, un pays déclare une guerre à un autre pays, c'est qu'ils pensent que ça va se faire rapidement, quoi. Logique. Il n'y a personne, il n'y a aucun État qui va se lancer dans un conflit qui va durer des années, quoi. Bon, du coup, avec BTC, qu'est-ce qui se passe? Donc, ouais, on a ce petit rebond qui se forme là à court terme. Alors, rappelez-vous, c'est hyper intéressant parce qu'on avait notre top ici, faire la FSG 4 heures qu'on avait ici à 74 000. Donc, j'étais rentré en short à ce niveau-là. Ensuite, on avait bien chuté, on avait rebondi, j'étais rajouté la position dans ce short. Donc, on avait rechuté. De nouveau, on avait fait une FSG ici. Donc, rappelez-vous, on visait un rebond à court terme, ce qu'on avait eu ici. On était venu toucher la FSG en pensant que ça suffisait. Du coup, on a commencé à corriger et malheureusement, paf, on a le rebond. On revient du coup complètement combler la FSG. Et donc là, je me suis dit, vas-y, ça peut être le bon moment pour ajouter la position. Et encore une fois, recombler comme on l'avait fait ici la FG et repartir à la baisse. Et donc ça a plutôt bien fonctionné parce qu'en fait, suite à ça, dans les heures qui ont suivi durant la journée d'hier, je vous montrerai après, mais en fait on a commencé à corriger, donc c'était parfait au niveau de la structure, analyse technique, la structure du marché qu'on avait, c'était juste parfait ce qu'on avait vu ensemble. Et du coup là, comme j'explique ici, comme prévu, j'ai ajouté de la position aux alentours des 70 000 $ sur mon short. Et du coup, ce que j'explique dans mon tweet, c'est que pour l'instant, il y a énormément de news qui circulent comme quoi l'Iran risque d'accepter la trêve d'ouverture d'Ormuz que veulent les US. Et ça, j'ai dit que j'y croyais pas tant que ça vient pas de l'Iran, en fait. Parce que le truc, c'est que on a plein de news du côté des US en mode ouais, ça va le faire, vous inquiétez pas, on va avoir une trêve, un cessez-le-feu. Mais en fait, tant que l'Iran eux-mêmes le confirment pas, ça peut pas être crédible. Parce que le truc, c'est que l'Iran, ils ont l'avantage du temps, comme je l'expliquais, des trois d'Ormuz. Et du coup, ils n'ont aucun intérêt d'accepter un cessez-le-feu qui va à l'avantage des US. Et c'est vrai que j'explique que je vois mal pour l'instant les US accepter les conditions de l'Iran, qui sont du coup des garanties fortes de la part de l'Iran, de la part des US pour l'Iran par rapport aux fins des frappes, la sécurité, la levée des sanctions qu'ont mis les US et aussi, bien sûr, les concessions sur le nucléaire. Et ça, c'est le plus important. Parce que vraiment, l'objectif principal des US, c'était faire tomber le régime, mais aussi, surtout, de aller, alors ça c'est publiquement aussi, hein, mais de aller enlever, si vous voulez, l'arme nucléaire, enfin pas le nucléaire, mais le développement nucléaire qu'il y avait chez l'Iran. Et ça, c'est vraiment le truc que l'Iran ne veut pas, quoi. Ils veulent avoir cette dissuasion nucléaire pour faire face au reste du monde. Du coup, suite à tout ça, on a Trump qui monte d'un ton encore, et là, ça fait vraiment flipper, parce que hier soir, donc avant de se coucher, on a Trump qui nous dit « Une civilisation entière mourra ce soir. Jamais elle ne pourra être ressuscitée. Je ne veux pas que cela arrive, mais c'est probablement ce qui se passera. » Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie de tweet qu'il a mis. Non mais c'est vraiment abusé. Je crois que j'ai jamais vu ça de mon existence, genre qu'un président américain parle comme ça. En fait, il emploie des termes qui font extrêmement peur, quoi. Parce que là, tu as l'impression d'être à l'aube de la Troisième Guerre mondiale avec une nouvelle bombe nucléaire qui va être lancée. Et je suis désolé, les termes qu'il emploie, une civilisation entière va mourir ce soir, jamais elle pourra ressusciter, ça fait uniquement penser à bombe nucléaire. Et je pense que c'était voulu aussi par Trump. Et c'est marrant parce que, enfin, je sais pas si c'est marrant, mais hier soir, en fait, j'ai mon père, il me dit putain, ça sent pas bon, tu vois, ça se trouve demain, on va se réveiller, il y aura une bombe nucléaire qui sera lancée. Il me dit, je suis sûr que ce fou, il est capable de lancer une bombe nucléaire. Et je lui dis, mais en fait, à chaque fois, il fait la même chose. C'est-à-dire, à chaque fois, quand il veut négocier, Trump, il va toujours dans l'extrême de l'extrême de l'extrême pour ensuite reculer un petit peu et négocier au final ce qu'il voulait. Et du coup, au lieu de directement négocier ce qu'il veut, et du coup de se tirer la bourre avec le camp adverse pour essayer de négocier un maximum ce qu'il voulait, et ben voilà, il va vraiment dans l'extrême pour revenir et avoir l'impression que le camp inverse a fait une bonne négociation. Alors que lui, du coup, il a au final obtenu ce qu'il voulait de base. Après, ça, perso, c'est comme je vois Trump personnellement, depuis des années, il fait ça. Mais le truc, c'est vrai que
Et j'espère, je sais pas comment ça marche exactement, mais j'espère qu'il y a quand même des garde-fous par rapport à la bombe nucléaire. Je pense pas que ça peut être utilisé aussi facilement par rapport aux dégâts qu'on connaît déjà, puis surtout par rapport à la dissuasion nucléaire. Parce qu'en fait, s'il y a un pays qui commence à utiliser l'arme nucléaire, t'en as plein d'autres qui vont se dire bah, pourquoi pas nous aussi l'utiliser, vu qu'eux l'ont fait en fait, tout simplement. Et on pourrait très bien avoir aussi par exemple la Russie qui pourrait l'utiliser contre l'Ukraine, qui n'en a pour l'instant jamais parlé. Ou même Israël aussi, hein, qui l'ont et qui pourrait l'utiliser contre pas mal d'ennemis qu'ils ont. Donc bref, c'est le gros bordel, et du coup, là où j'ai foiré par rapport à mon trade, c'est que je pense que j'aurais dû couper mon trade hier soir. C'est-à-dire que au lieu de me dire c'est bon, ça va le faire, j'ai encore mon stop loss qui est assez haut à 72 000, j'aurais dû me dire qu'en fait, ce genre de tweet, ça peut que apporter de la volatilité. Que ce soit dans un sens ou dans un autre, dans tous les cas, on avait de la volatilité qui allait arriver par rapport aux décisions qui allaient être prises dans les 24 prochaines heures, parce que Trump avait mis vraiment une deadline en disant que ce soir, il allait se passer ça. Et du coup, forcément, soit il allait revenir sur ses propos, soit voilà, ils allaient trouver un terrain d'entente, soit ça allait escalader au niveau du conflit. Mais du coup, en tous les cas, il y avait la volatilité qui arrivait, donc j'aurais dû couper mon trade. Finalement, je ne l'ai pas fait, erreur de ma part. Forcément, dans la foulée, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu l'Iran qui ferme toute communication et canaux diplomatiques avec les États-Unis après la menace de Donald Trump, bon, ce qui était déjà un peu le cas. Forcément, quand ils disent tuer toute une civilisation, bah, ça ne donne pas à l'Iran envie de coopérer, de négocier avec les États-Unis. Et là, bam, on se réveille le matin, et qu'est-ce qui se passe? Trump annonce qu'il repousse de 2 semaines son ultimatum contre l'Iran et affirme être très proche d'un accord définitif avec l'Iran. Un cessez-le-feu de 2 semaines pourrait être en vigueur si le détroit d'Ormuz est réouvert par l'Iran. Et là, la classique en fait, j'ai l'impression de la classique de Trump, vraiment, genre en mode il va aller dans l'extrême d'un propos pour ensuite finalement faire le contraire ou alors revenir complètement bien plus bas de ce qu'il avait dit avant quoi. Et en fait, ça peut être des bonnes techniques ce qu'il fait, mais c'est vrai que d'un autre côté, en fait, maintenant, à chaque fois qu'il va annoncer un truc extrême, on va jamais le croire à 100% parce qu'en fait, il brise un peu la véracité en fait de ce qu'il dit. Et vu qu'il fait tout et son contraire, il dit quelque chose, puis finalement il fait l'inverse, ben en fait, c'est de plus en plus dur de croire réellement à ce qu'il va dire dans le futur. Ça peut jouer des tours pour plus tard. Mais bon, du coup, je vous fais un tweet en expliquant que ça me fera toujours à quel point Trump passe d'un extrême à l'autre pour faire genre que c'est lui qui a le contrôle des négociations, alors que pas du tout. Et oui, l'avantage, du coup, forcément de cesser le feu, c'est qu'on a une pause des tensions. Donc ça, c'est cool. On a Hormuz qui réouvre. Ça, c'était vraiment attendu, bah, forcément pour tous les pays au niveau mondial, parce qu'au niveau du pétrole, ça commence à être très compliqué. On a les marchés qui rebondissent, donc ça aussi, ça peut être vu comme une bonne news. Après, moi, pour mon trade, c'est un peu moins bien. Mais voilà, c'est un petit rebond. On va aller voir après au niveau analyse technique. Et vous allez voir que c'est une petite bougie qui ne remet pas du tout en question le gros rebond global qu'on a là depuis plusieurs semaines, depuis même un peu plus d'un mois, et qui est pour moi toujours en rebond d'une tendance baissière. Et en réalité, voilà, comme j'explique ici, par rapport au conflit, en fait, il n'y a rien de réglé. C'est-à-dire que la question du nucléaire, ça n'a pas du tout été réglé. Tout ce qui est sanctions de la part des US sur l'Iran, ça n'a pas été réglé aussi. Pour l'instant, il y a juste un cessez-le-feu, donc on évite une coup de se lancer des missiles de toute la gueule, et la réouverture du détroit d'Ormuz, qui n'est pas encore validé si j'ai bien compris, mais qui devrait être bon du côté de l'Iran. Et le truc, c'est que pour l'instant, voilà, il y a juste une semaine, 2 semaines de pause pour éviter toute escalade de la guerre, mais en fait, ça peut reprendre à tout moment. Et vu comme c'est tendu entre les US et l'Iran, ça ne m'étonnerait pas que ça reparte à un moment. Après, comme j'explique ici, moi personnellement, à choisir entre l'escalade des tensions sans retour en arrière possible, ou alors que je me fasse stop loss sur mon trade, je préfère large qu'on monte et qu'on n'ait pas cette guerre nucléaire qui soit commencée, quoi. Mais du coup, pour mon trade, du coup, je me suis fait stop loss à BE, donc ouais, j'ai rien perdu, rien gagné, j'ai juste gagné 96 $. Mais dommage, parce que c'était un trade qui était bien parti, et c'était de toute façon une target que je visais, les 60 000 $. Donc ils ont eu à 65, mais on n'est pas allé chercher 60 000, dommage. Rien perdu, mais rien gagné. Et du coup, la nouvelle analyse que j'ai actuellement sur BTC, alors elle n'a pas non plus trop changé, parce que comme vous pouvez voir là, notre graphique sur BTC, on avait, rappelez-vous, hop, notre bottom, on a notre deuxième bottom entre guillemets qui vient se faire, le canal, rappelez-vous, baissier, on le casse, on vient pullback dessus, et on vient chercher toutes les FG qui se trouvaient ici, avec la petite FG 4 heures, 74 000. Donc top parfait en réalité, on vient tranquillement corriger, on comble les FG, on vient corriger, on comble les FG, tout est nickel. Le truc qu'il faut se rappeler, c'est que rappelez-vous, on a le range ici, déviation à la hausse, et l'objectif, c'est le casser là. Là, on a ce rebond qui est en train de se former ici, parce que on a toutes ces bonnes news par rapport, enfin bonnes news entre guillemets, mais ces bonnes news de cessez-le-feu qui font qu'on rebondit à court terme. Mais pour moi, ce rebond, voilà, il est vraiment court terme. On n'a pas complètement résolu le problème entre l'Iran et les US, et c'est encore une incertitude, je trouve, pour les marchés, qui va forcément revenir durant les prochaines semaines, parce que le conflit n'est pas totalement réglé. Donc, j'ai toujours un biais qui est assez baissier.
par rapport à ça. Ensuite, savoir où exactement on va commencer à former un top, ça dépend de voilà, comment on va réagir à court terme. Là, on a une petite FFG 4 heures qu'on va aller voir après. On a aussi la grosse FFG ici en weekly et l'autre grosse FFG ici en weekly. Et cette FFG weekly, on l'a déjà comblée avec cette bougie-là. Et donc là, ce qu'il faut regarder, c'est la clôture weekly qu'on pourrait faire au-dessus de cette FFG, qui pourrait faire qu'on aurait un rebond beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, et qui irait chercher du coup entre les 80 et les 85 $ pour aller chercher cette FFG avant de chuter. Et par contre, voilà, si on clôture au-dessus de cette FFG weekly ici, là on sera sur un retournement de tendance, et du coup on repartira pour moi, pas dans un bear market, mais dans une autre phase de haussière. Alors je sais pas si ce sera un bull run, mais dans une phase plus haussière qu'un bear market comme on l'a actuellement. Après, voilà, le plus gros du problème, bah, c'est forcément ce conflit, quoi. Et pour l'instant, moi, je reste assez mitigé sur le fait que les US vont négocier ce qu'ils veulent avec l'Iran ou abandonner le conflit sans avoir obtenu ce qu'ils voulaient. Parce qu'en fait, soit d'un côté, les US, ils n'auront pas le choix de donner ce que veut l'Iran. Et ça, à mon avis, c'est très compliqué pour les US et pour Trump, parce que c'est-à-dire qu'ils seront allés dans une guerre dans laquelle ils vont refaire marche arrière, où ils auront perdu des hommes, ils auront perdu une image internationale, ils auront perdu de l'argent et ils auront perdu du coup la crédibilité sans avoir ce qu'ils veulent. Ou du coup, de l'autre côté, que l'Iran abandonne le conflit avec du coup les conditions des US. Et ça aussi, j'ai du mal à y croire parce que vous voyez, l'Iran, on le voit, ils sont prêts à aller jusqu'au bout, quoi. Ils sont prêts à tout perdre pour ne pas perdre contre les États-Unis, en fait. J'ai l'impression que c'est ça un peu dans la mentalité dans laquelle ils sont. Et du coup, là, ils préfèrent tout perdre que de céder ce que veulent les États-Unis. Et donc, il y en a forcément un des deux qui va repartir. De toute façon, t'as jamais de gagnant dans une guerre. Après, ce qui est possible, et ce qui en réalité serait le mieux, hein, ce qui serait le mieux pour l'international et même pour l'économie en général, c'est que les US, ils ne se trouvent pas la terre d'entente avec l'Iran, donc on continue dans ce conflit-là, et qu'il y ait tellement de pression qui soit mise sur les US par rapport à l'économie mondiale, par rapport au détroit d'Ormuz, qu'au final, les US se rétractent et qui n'avouent pas cette guerre perdue, parce qu'ils ne le feront jamais, mais qui fassent genre qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, alors qu'en réalité, pas du tout. Mais ça pourrait très bien se faire, et c'est ce que un peu fait au final Trump, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va annoncer un truc, comme par exemple le cessez-le-feu, la 2 semaines, il va voir ça comme une victoire, alors qu'en réalité, ça l'est pas vraiment, quoi. Donc bon, voilà pour tout ça. Au niveau des graphes, ça donne quoi? Donc on a du coup, hop, regardez, on va tout enlever. On a hop, ici en weekly, notre grande tendance baissière qui a commencé depuis le top ici, avec grosse correction, rebond, correction, rebond de nouveau. Et du coup, on anticipe toujours cette dernière correction, cette dernière purge, pour passer en dessous des 60 000 et aller gratter le bottom dans cette zone. Moi, c'est ce que je vise personnellement. Et en fait, actuellement, on est toujours, regardez, quand on prend par exemple le top et le bottom ici, souvent on revient tracer entre le premier niveau de Fibo et le deuxième niveau de Fibo pour former du coup un rebond d'une tendance baissière, vous voyez. Et pour l'instant, on est toujours dans ces zones-là. C'est-à-dire que là, vous voyez, hop, on était ici, donc pile au niveau des premiers niveaux de Fibo, et quand on reprend de là à là, vous voyez, de nouveau, premier niveau de Fibo, hop, il est ici, donc on est pile dedans. Et donc là, en fait, tant qu'on reste encore dans toute cette zone-là, on a encore le scénario qui a privilégié pour moi du rebond tendance baissière, en fait. Et si après on zoome un peu plus là-dedans, il faut regarder, je pense, les FFG qui sont très intéressantes pour ça. Donc la première grosse FFG weekly qu'on a ici, qui a été comblée du coup juste là, et du coup là on revient dedans. Alors ça c'est jamais très bon quand tu as une FFG, on vient dedans, on l'a comblée, puis finalement on revient dedans. Parfois ça peut être le fait qu'au final on la passe. Et ça du coup c'est moyen, c'est pour ça que la clôture weekly des 75 000 $ qu'on a ici est très importante à surveiller. Alors là oui on est encore loin, hein, on est même plus bas que les niveaux qu'on avait ici il y a quelques semaines, mais ça reste vraiment à surveiller parce que ça peut arriver vite et en l'espace d'une ou deux semaines, on peut très vite revenir sur le niveau des 75 000 et avoir une clôture weekly qui se passe au-dessus de ce niveau. Et là, dans ce cas, pour moi, on ira chercher la clôture weekly, enfin pas la clôture weekly, mais la FFG weekly qu'on a au-dessus. Et là, ce sera hyper intéressant de regarder la réaction en fait qu'on aura dans cette FFG weekly parce que si on a un cours qui monte, qui vient dans la FFG weekly, on vient combler et là on commence à repartir, pour être quasi sûr qu'on va être dans un schéma comme ça avec rebond, correction. Et c'est pas impossible parce que niveau time, pas time frame, mais niveau timing, en fait ça peut jouer. Parce que rappelez-vous, comme d'hab, les bear markets en général ça s'installe sur un an, c'est assez long. Et comme en 2018, souvent on a beaucoup de rebonds, beaucoup de phases où on se dit ça peut repartir. Et finalement on a le bottom au bout d'un an. Même chose en 2022, on a des longues phases de rebond ici. Et là regardez comme ça a été long avant d'aller chercher le bottom et de remonter. Et là je suis en weekly, donc c'est plusieurs semaines. Et regardez là,
à quel point ça s'étale en weekly comparé à ce qu'on a ici qui est encore, voilà, un petit peu long, mais pas trop non plus. Et du coup, en fait, avoir un cours qui monte, par exemple ici, qui prend son temps avant, vous voyez, de rechuter, ça pourrait le faire et ça pourrait emmener justement vers un bottom comme on anticipe vers fin d'année. Et c'est vrai que quand on regarde un peu, hop, les timings, regardez ça, hop, ligne verticale, et on prend par exemple, comme on l'a à peu près historiquement, vers novembre, octobre, et novembre 2026, où on a en général les bottoms, c'est-à-dire qu'il faudra qu'on ait un bottom ici. Et donc, vous voyez, descendre direct, par exemple comme ça, et on propose au bottom ici, bah, on l'aurait un peu tôt par rapport à ce qu'on a d'habitude. Pour ça, en général, ça traîne un peu, et si par exemple on a un rebond ici, ce serait pas déconnant, parce que ça pourrait aussi permettre de mettre un peu plus de temps avant d'avoir le bottom. Mais même après aussi, c'est possible voilà, qu'on descende direct, et là finalement on prenne notre temps ici, qu'on l'avait fait en 2022, et là on pose au bottom. Moi perso, comme je l'expliquais la dernière fois, en fait, tant qu'on reste dans une tendance weekly baissière, je ne vais pas anticiper le fait qu'on a un retournement de tendance à la hausse. On le voit aussi très bien avec, donc, comme j'expliquais, les FG et aussi le ruban. Le ruban qui est hyper intéressant, qui a hyper bien marché, rappelez-vous, pour le bull run, qu'on est passé au-dessus. À chaque fois, on est venu s'appuyer dedans, en fait, en gardant, vous voyez, la tendance haussière. Et c'est réellement le jour, la semaine où on est passé en dessous ici, en dessous, rappelez-vous, des 100 000 $, où du coup, on a cassé la dynamique et on est passé en dessous. Et là, juste, on se fait rejeter par le ruban et on est toujours dans, du coup, cette tendance baissière. Et pour casser ça, il suffit de voilà, passer au-dessus de toutes ces FG et de passer au-dessus de ce ruban. Alors j'ai dit il suffit, ça va être compliqué, mais oui, par exemple, un rebond ici, on vient retester le ruban, la FG, tout ça, et on se fait rejeter, on reste dans ces dynamiques baissières, si vous voulez, en weekly, ça change pas. Et en fait, c'est juste, on revient tester le ruban ici, ici, mais c'est exactement la même chose que quand on est venu ici, ici, et on repartait dans une nouvelle tendance haussière. Donc voilà, moi c'est vraiment ce passage-là, du ruban et de cette FG weekly qui me dira que là, on n'est plus dans une dynamique baissière en weekly, mais on passe dans une tendance haussière et on repart la hausse. Et pour l'instant, on est encore loin. Après, à court terme, voilà, il y a d'autres choses à surveiller. Il y a un autre truc tiens, que je vais vous montrer aussi, qui est plutôt positif, hein, qui est plutôt en faveur des bulls au niveau weekly, c'est qu'on a le RSI, le MACD, qui sont plutôt bien positionnés. C'est-à-dire que, regardez le RSI, hop, juste là en weekly, on voit que à chaque fois qu'on est revenu en dessous des 32 RSI en weekly, on était sur des bottoms historiques. Vous voyez que ce soit en 2018, 2022 ici, et 2026 du coup qu'on a actuellement. Mais ça ne veut pas pour autant dire que le bottom du RSI est le bottom du marché. Regardez par exemple en 2022, c'est hyper intéressant comme graphe parce que c'est exactement ce qu'on avait, où on avait un RSI qui était au plus bas, et regardez le cours, il était à 20 000 $. Alors que notre bottom était à 15 000, il était plus bas, vous voyez, et le RSI du coup était plus haut. Et en fait, on avait un RSI plus haut malgré que le cours soit plus bas. Ce qui a du coup formé, rappelez-vous, l'énorme divergence weekly, que d'ailleurs j'avais pas mal parlé à cette époque-là sur BTC, qui avait fait qu'après on avait explosé. Et ça, ce serait pas étonnant d'avoir ça. Et du coup, ça peut être un piège de se dire qu'on est sur des plus bas en weekly sur le RSI, alors qu'en réalité, ça peut être juste une énorme divergence qui est en train de se construire. Dans le sens où, ouais, là, on fait un plus bas, et du coup, on pense que c'est le plus bas, le bottom ici, alors qu'en fait, hop, on peut avoir un rebond, et ensuite, on vient chercher un plus bas ici. Et au final, ce qui forme que le RSI va monter, on aura moins de pression vendeuse, enfin je sais pas comment je peux expliquer ça, mais de momentum vendeur sur le RSI, ce qui fait que le bottom du RSI, on va le former un peu plus haut. Et en fait, du coup, ça a formé cette divergence qu'on a en général souvent en bas des bear markets, comme on l'avait ici, avant en fait de repartir. Du coup, attention à ça, parce que même si on a un RSI voilà, sur les plus bas, ça peut être le piège qu'on avait en 2022 qui fait que c'est pas encore le bottom, mais c'est voilà, un des bottoms avant le rebond qui sera avant le real bottom ici. Donc ça, le RSI, c'est intéressant parce que en fait, dans tous les cas, si vous êtes dans l'objectif d'investir long terme, très long terme, sur des années, des dizaines d'années, que tu essayes d'investir là sur les 70 000 ou même un peu plus bas vers 50 000, ça n'a pas changé grand-chose. Et au final, c'est pas ça qui a fait la donne. Mais pour les gens comme moi qui cherchent réellement le bottom pour trader dessus et pour surtout acheter du spot, comme j'avais pu faire en 2022 sur les niveaux de bottom ici, bah, c'est plus intéressant d'attendre un peu. Après, l'autre point qui est aussi intéressant à suivre, c'est le MACD. Et MACD, les gars, qui est pas loin de cross bullish. Et ça aussi, c'est hyper intéressant parce que depuis le top qu'on a fait ici sur les 120 000 $ sur BTC, vous voyez, on n'a pas eu de cross bullish qui s'est remis. C'est-à-dire que là, on a eu un cross bearish juste là. Et vous voyez, depuis, on a fait que baisser. Et d'ailleurs, l'indicateur de MACD qui a très bien fonctionné quand on était au top. Rappelez-vous, c'était un des, avec le RSI et le MACD, c'était un des indicateurs que je regardais beaucoup à ce moment-là. Et une fois qu'on avait croisé, bah, on a eu quasiment que de la baisse. Et c'était encore plus flagrant, vous voyez, en mensuel, quand on a eu le cross bearish en mensuel ici sur cette bougie, qui nous a vraiment annoncé le début du bear market juste là. Du coup,
pour vous expliquer que là aussi, c'est un bon indicateur, le MACD Weekly. Mais pareil, il la remettre en contexte par rapport au cross bullish qu'on a ici. Parce que on a un cross bullish qui est en train de se faire. Du coup, cette semaine-là va être hyper intéressante à suivre parce que si on a une semaine qui recorrige un peu, on peut ne pas avoir le cross bullish et qu'en fait tout juste ça se touche, mais en fait ça fasse un truc comme ça et qu'on n'a pas de croisement qui se fasse. Mais inversement, si on a une clôture weekly qui est un peu plus haute, et ben on risque d'avoir le cross bullish qui se met en place. Et ça, du coup, ça dépendra de cette semaine ou la semaine prochaine. Pourquoi parce qu'on a un cross bullish en bas sur la MACD, ça ne veut pas forcément annoncer le bottom du marché. Parce que tout simplement, de nouveau, regardez par rapport à ce qu'on avait aux anciens cycles, on avait déjà eu un peu ce genre de piège. Où en gros, vous voyez là, tout le long, on a notre top ici, premier dead cat bounce, on vient corriger très fort, deuxième petite phase de range, et ensuite on revient corriger, troisième phase de range, et là on vient chercher le bottom. Ok. Et regardez ici, à cette phase-là, on avait eu un petit cross bullish qui s'est mis en place. C'est-à-dire qu'on a un MACD qui a tellement corrigé juste là, par rapport au top, que quand on a eu le rebond il était assez fort pour former un cross bullish sur 3 semaines, vous voyez, sur quelques semaines, sur 3 semaines ici, avant de repartir à la baisse. Et du coup, ce cross bullish n'était pas annonçateur d'un retour à la hausse, mais juste voilà, d'un temps de pause, d'un rebond qui a suffi à bam, redéglinguer. Et en fait, là, si vous voulez, c'est la même chose. C'est-à-dire que si, alors ça dépendra forcément du cours, mais si on a un rebond qui juste par exemple va ici, ça va pas suffire parce qu'on aura un cross bullish qui va croiser, qui va être un peu vert, mais ça suffira pas pour réellement relancer la tendance. Et encore une fois, pour réellement relancer la tendance, de nouveau, ça va être le passage du ruban plus les FG qu'on a ici. Maintenant, quand on dézoome encore plus et on passe en mensuel, là, ça commence à être un peu plus intéressant. Alors déjà au niveau du RSI, parce que vous voyez, le RSI, il se rapproche de plus en plus des zones basses historiques qu'on a sur le RSI. Et ce qui est intéressant d'ailleurs avec le RSI, c'est qu'il est de plus en plus bas en mensuel. C'est-à-dire que là, on avait vraiment une sorte de trend qui se dessinait et on attendait tous d'ailleurs pour ce bull run qu'on revienne sur ces niveaux-là, mais finalement on avait juste fait un triple top un peu merdique ici. Et pareil au niveau de la baisse, c'est-à-dire qu'on baisse de plus en plus au niveau du RSI. Alors, c'est pas très parfait là comme je trace, mais en gros, là, on a quand même un RSI qui en général descend de plus en plus bas. Et là actuellement, regardez où en est notre RSI par rapport au mensuel, et ben on est plus haut que le niveau qu'on avait ici en 2022. Et donc, comme le RSI weekly que je montrais avant, ce serait pas déconnant qu'en mensuel, qu'en mensuel, on vienne chercher un plus bas ici sur la trend qu'on a l'habitude de venir chercher et plus bas que ce qu'on avait en 2022, donc plutôt dans cette zone-là. Parce que vu que c'est du RSI mensuel, en fait, plus on descend, plus c'est dur de descendre. Et du coup, là, il nous faut de nouveau voilà, pas mal de mois de baisse ici pour aller chercher du coup un bottom ici. Mais ça pourrait coïncider en fait tout simplement avec ce que je vous expliquais en weekly, qui est le bottom qu'on fait un peu plus tard avec rebond ici et bottom après quoi, avec la divergence. Donc ça c'est pour le RSI mensuel et le MACD mensuel on peut aller le voir aussi. Hop. Et là vous voyez il y a de la marge avant de cross hop bullish ici. Alors c'est pareil, il a pas mal de latence en fait, le MACD mensuel. On peut le voir déjà par rapport aux anciens cycles. Regardez par exemple en 2018, on a cross bearish ici et on a fait une longue descente avant de cross bullish quand on commençait réellement à remonter. Même chose en 2022. Tout le long était en cross bearish, on a bien descendu. Et c'est uniquement par ici du coup qu'on a commencé à cross bullish qu'on avait déjà bien remonté. Donc là ça va être pareil, c'est-à-dire que là on descend bien correctement, on va poser un bottom et quand on va commencer à remonter, c'est là où on aura le croissant bullish qui va se faire dans la montée par ici. Mais comme à chaque fois, en fait, les bottoms au niveau du MACD, on les fait souvent quand on commence à avoir le ralentissement du MACD. C'est-à-dire que, ici tout le long on descend, et on a le bottom par exemple, ici, quand dans cette zone, on commence à avoir le MACD ici, là qui était à fond en descente, et qui là commence, alors il descend fort, mais là il commence petit à petit à ralentir. Et en 2022, vous voyez, même chose, c'est-à-dire que là on descendait très fort au niveau du MACD, et c'était qu'on a commencé à avoir un peu plus de bougies blanches ici, on commence à ralentir, qu'on a commencé à avoir le bottom juste dans cette zone, juste là. Et là c'est vrai qu'on regarde notre MACD mensuel, on est pour moi encore dans la descente assez vénère, même si on arrive petit à petit vers la fin, et vous voyez, petit à petit on va commencer à décliner là et on va commencer à avoir des bougies blanches. Et ça c'est un bon indicateur parce qu'en fait les bougies blanches ça veut juste dire que le volume acheteur est moins fort que les précédents, ce qui fait qu'on arrive petit à petit sur le top en fait et on a fini notre accélération si vous voulez de bear market, enfin le principal accélération. Et c'est la même chose pour les bull run au final, vous voyez dès qu'on est en bull run et on accentue les bougies vertes et dès qu'on a commencé à avoir une bougie blanche, on commence à être sur le ralentissement du bull run. Même chose vous voyez ici. Donc bon voilà, il y a quand même quelques indications qui sont bullish.
Après, comme d'hab, moi je m'adapte au marché, hein. Je regarde les signaux qu'ils me donnent. Si je vois que on commence à repartir, à casser la tendance weekly, bah là, je repasserai bullish. Et dans le cas contraire, bah, sinon je garde mon billet baissier avec voilà, les FG qu'on peut combler et se faire retourner. À court terme, en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a cet FG weekly, cette grosse FG weekly ici, mais là on l'a déjà comblé. Donc en fait, on peut hop, un peu la mettre de côté et la laisser ici. Ce qui est intéressant par contre, c'est la FG H4. C'est-à-dire que là, on a une petite FG juste là, vous voyez, en H4, qu'on n'a pas comblé. Et du coup, on pourrait revenir là-dedans, vous voyez, à court terme. Et là, ça peut être intéressant. Bon, il y a moyen qu'à court terme, je me mette quelques ordres ici, avec un stop loss un peu plus haut, sur le plus haut, ici à 76 000, voire un peu plus bas, un peu plus serré, je vais voir peut-être à 74, à voir. Et essayer d'anticiper du coup le top qu'on pourrait faire ici à court terme. Parce qu'en gros, là, pareil, on a laissé, vous voyez, là, on les a comblés, toutes les FG qu'on avait ici, on les a comblés, mais toutes les FG qui sont là, on les a pas comblés. Donc je suis pas quasi sûr, mais il y a de grandes chances que même si en réalité on repart, si vous voulez, à la hausse, il y a de grandes chances qu'on vienne corriger ici avant de repartir. Donc dans tous les cas, qu'on reparte en tendance baissière ou qu'on reparte en tendance haussière, on va revenir corriger ici. Et du coup, dans cette zone-là, c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'éventuellement poser un short ici pour aller chercher cette zone-là. Et éventuellement, dans cette zone-là, d'ailleurs, possiblement jouer un long pour rejouer une autre hausse derrière. Parce que je sais qu'il y a pas mal de liquidités qu'on a laissé aussi au-dessus des plus hauts qui pourraient être intéressants à aller chercher avant d'envoyer de replonger. Donc de toute façon, tout ça, je vous dirai au courant sur Twitter qu'est-ce que je fais par rapport à mes trades. Et justement, hop, je peux vous montrer un peu la map des liquidités. Vous voyez, on allait chasser déjà pas mal de liquidités. Alors, je vais le mettre à jour. Oui, mais il nous en reste encore pas mal ici à 75 000, éventuellement aller chercher vers les plus hauts. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis que là, ouais, la FG H4, je pense qu'elle peut avoir intérêt de corriger ici, venir chercher la FG ici, et ensuite venir chercher les liquidités à 75 000 qu'on a laissé là, pour ensuite éventuellement replonger. Ouais, c'est un peu le bordel. Mais c'est un peu, moi, si je vois l'opportunité de rentrer ici, éventuellement je pourrais le faire. Si je vois de nouveau l'opportunité de long ici, je pourrais le faire aussi. Après, voilà, comme j'expliquais, moi je suis toujours dans l'optique de me dire que là on est juste dans une grosse phase de range avec donc le range ici, déviation des liquidités juste là, et derrière, logiquement, on aurait dû plonger. Là, voilà, ça n'a pas été le cas avec les news de Trump, mais c'est que partie remise. Et en fait, dans tous les cas, je pense que soit on a fait notre déviation ici, et là, en fait, on va juste revenir taper le haut du range et on va se faire rejeter après, ou alors on va aller chercher une deuxième niveau un nouveau plus haut, en fait, un deuxième niveau de liquidité qui allait chercher au-dessus avant de plonger. Mais c'est souvent le même schéma, hein, comme on l'a eu par exemple pour le Dead Cat Bounce au 98 000 $. Vous voyez, on avait pas mal de plus haut ici avant d'aller chercher au-dessus et de plonger. Et donc là, je pensais que c'était ici, mais ça peut être un peu plus haut plus tard. C'est pas possible. Donc voilà, on s'adaptera. Ah, pour BTC, qu'est-ce que j'avais à passer? Je vais passer, tiens, les marchés. Parce que, même chose, on a eu un rebond des marchés traditionnels. Alors, c'est très corrélé aussi par rapport à. Enfin, Bitcoin est très corrélé aux marchés traditionnels. Forcément, quand on a les marchés traditionnels qui montent, BTC rebondit aussi. Ce qui est quand même intéressant, je trouve, à noter, c'est que le rebond des marchés traditionnels est quand même plus fort que le rebond de BTC. Donc, on a une corrélation qui reste, pas négative, mais qui reste plutôt désavantageuse pour BTC. Parce que, par exemple, là, je sais pas si ça a bien marché avec les Fibo, mais pour se rendre compte, vous voyez, là, on a eu un rebond. On a eu entre le top de l'S&P et le bottom de l'S&P ici, enfin bottom entre guillemets à court terme, et ben le rebond qu'on a actuellement, il est entre les 0,118 et 0,786 en termes d'amplitude, vous voyez. Alors que sur BTC, on n'est pas du tout là-dessus. Sur BTC, hop, on a un rebond qui est même pas, vous voyez, le rebond qu'on a actuellement, c'est ça. Par rapport aux news de Trump, on n'est même pas au premier niveau. Alors que, vous voyez, le S&P, lui, il a déjà rebondi ici. C'est-à-dire que le S&P, il a déjà rebondi là, il est là par rapport au top qu'il avait ici. Donc en fait, on a un S&P et un Nasdaq qui est beaucoup plus haussier, qui est beaucoup plus performant en fait que ce qu'on a sur BTC. Mais c'est logique, parce qu'en fait, on n'est pas dans actuellement une économie, on n'est pas actuellement dans un contexte de marché qui favorise les risk-on, donc c'est-à-dire les actifs à risque comme les cryptos. Du coup, ce qui fait que les risk-on, ils sous-performent un peu, et on a plutôt les marchés traditionnels, les risk-off, qui sont moins risqués, qui eux vont mieux performer. Du coup, même chose pour Nasdaq. Celui qui est très très intéressant et qu'il faut regarder, c'est le dollar. Rappelez-vous les gars, le dollar en weekly, on a eu chaud parce que ça aurait pu péter à la hausse. Vous voyez, on est revenu déjà une fois, deux fois, trois fois, quatre fois ici. Là, je pensais vraiment qu'on pouvait péter. Finalement, ouais, ça n'a pas été le cas et on s'est fait rejeter une fois, deux fois, trois fois avec la mèche. Et là, on se fait rejeter, on se fait rejeter assez fort. Du coup, de nouveau, on s'est rejeté, donc on va viser le bas du range qu'on a ici. L'objectif, ça va être encore une fois de rebondir et après on verra comment ça réagit à ce niveau-là. Mais de nouveau, rappelez-vous, si on a un dollar qui casse
ce niveau-là, ça va être très très moyen pour BTC. Et moi, ça ne m'étonnerait pas que si un jour on a un dollar qui casse là et qui commence à péter, et ben en fait, ce sera le passage de BTC sous les 60 000. Il sera le moment où BTC il va passer les 60 000, au moment où le dollar, lui, va casser à la hausse. Ça pourrait très bien aller, hein, un dollar qui explose, un BTC qui descend comme ça pourrait bien coïncider par rapport à ces deux zones assez importantes. Et c'est vrai qu'actuellement, vous voyez, avoir un petit rebond sur BTC avant de casser du coup ça, bah, ça pourrait aller avec le dollar ici, vous voyez, qui redescend ici avec le dollar qui monte un peu et ensuite qui pète quand BTC casse ici. À surveiller. Bon, voilà pour tout ça. Je finis avec le commentaire du jour. Alors, vous avez été quelques-uns à me parler de ça. Must qui me dit, dans la même logique que la question du jour de cette vidéo, que penses-tu de Artred? Il est mort. Point d'interrogation. Vous avez été quelques-uns à m'en parler, du coup je vais vous le passer. Artred, et voilà. Voilà, moi, ça, franchement, je rigole, mais je rigole, ouais, nerveusement. Je pense que c'est ça le bon terme, parce que là, franchement, c'est une catastrophe Artred. Alors, il y a beaucoup d'altcoins. C'est une catastrophe. Je suis à la fois content et mécontent des altcoins que j'ai hold. Parce qu'à la fois, il y a des altcoins que j'ai pas vendus, que j'ai eu du mal à me sortir. Parce qu'ils étaient comme Artred, hein, justement, ils étaient tellement baissiers qu'en fait, c'est le problème. Plus un altcoin il baisse, plus ça va être dur de le sortir. Parce que tu vois la valeur de ton portefeuille fondre. Et du coup, mentalement, en fait, psychologiquement, c'est très dur de vendre quelque chose qui a plus descendu qu'un autre altcoin qui a moins descendu. Parce que mentalement, en fait, t'encaisses plus de pertes. Et du coup, la perte fait beaucoup plus mal, en général, au cerveau que le gain. Et donc, c'est pour ça qu'en général, on a du mal à sortir de ces pertes. Et ça, c'est un truc qui m'était pas mal arrivé d'ailleurs en 2022, que j'ai réussi à limiter pour ce bear market-là 2026. Mais ouais, j'ai quand même pris tarif sur quelques altcoins, justement comme Artred, où malheureusement, on avait un premier top qui a été fait très tôt, rappelez-vous, en 2024, avec le deuxième top ici qui était fin 2024. Et derrière, en fait, on a eu que de la dégringolade. On a eu Artred à partir de ce moment-là, par ici, qui ont commencé à faire que de la merde avec comment je pourrais dire, qui ont fait beaucoup de merde par rapport à leur marketing, par rapport à comment ils mettaient en place leur projet. Ils avaient pas mal de retours des clients, enfin des gens qui utilisent l'application, qui au final, enfin qui utilisent leur système, qui au final donner leur retour par rapport à ça et Artred les écoutait pas assez et du coup je pense qu'on a eu un problème de ce côté là. On avait Artred qui était trop plongé dans son truc en mode peut-être avec un peu d'ego, en mode on est sûr de ce qu'il faut faire, et au final ils se sont plantés. C'est dommage parce que moi c'est un truc, c'était un des produits que j'utilisais le plus, franchement c'était trop cool. J'ai mis des ATR de côté, je les stackais, ça me faisait des rendements sur ATR, et en plus de ça, dès qu'il y avait des produits à acheter ou des trucs, j'avais gagné une Rolex, j'avais gagné quelques trucs et tout sur lesquels je participais. Et bon, et le truc c'est que voilà, une fois qu'on a passé en fait, donc ce niveau-là du plus bas, là c'était foutu quoi. Et on a commencé à faire que baisser. Perso, voilà, chaque fois ça baissait, j'ai de plus en plus de mal de sortir mes tokens. Du coup, je les ai jamais vraiment sortis. Après, le truc que je me dis sur ATR, est-ce que c'est mort complètement? Je pourrais jamais vraiment le valider parce que le projet en gros, le concept derrière tourne toujours, hein. Vous pouvez voir leur site, il y a toujours des rafles qui sont proposés, des, tirages au sort qui sont faits par rapport au nombre d'ATR que vous allez stacker. Mais c'est vrai que du coup, si vous holdez des ATR comme moi depuis ce moment-là, en fait, c'est compliqué de mettre de l'argent dans, par exemple, les produits qu'ils proposent parce que vu que le token ATR est très très bas, et en fait, ça va être, on va donner beaucoup d'ATR, de token ATR pour une valeur en euros en retour du produit qu'on va participer pour la rafle qui va être peu intéressante. Enfin, ça va pas être très intéressant de notre côté parce que ça va coûter très cher. Et là, par exemple, j'ai regardé la Rolex que j'ai gagnée, peut-être, je sais plus quand c'était, mais ça devait être à ce moment-là, vers les rebonds. Et par rapport au prix actuel, je peux avoir des AirPods 3 à la place. La Rolex, ça valait genre 9000 balles, alors que là, je peux avoir des AirPods 3 pour le même nombre de tokens qui valent genre 200 balles. Donc, pour donner un peu la chute de tokens qu'il y a eu, quoi. Après, le truc, je veux dire pourquoi le projet n'est peut-être pas complètement mort, parce que, comme vous connaissez Airtrade, alors je sais pas si vous le connaissez, d'où vous le connaissez, mais en gros, ils ont lancé leur ICO en 2022, qui avait bien marché au début. On avait eu une jolie lancée d'ICO qui a été faite. Et en fait, derrière, vu que c'était en plein bear market, et en fait, on s'est tapé le gros du bear market. Et comme à chaque fois, à chaque bear market, t'as en général aucun altcoin qui arrive à survivre. Enfin, tous les altcoins, t'as des projets qui survivent, mais t'as aucun coin qui arrive à tenir en fait son token. Et du coup, à chaque fois, c'est de moins 80, moins 90% tout le temps. Et là, du coup, ce qui s'est passé, 2022, ATR qui ont pris une énorme claque et qui était voilà, quasi mort, quoi. Plus personne n'en parlait. Et en fait, c'est alors plutôt début 2024
qu'ils ont commencé à changer de blockchain. Donc ils sont passés, je crois que c'était de Binance Smart Chain à Solana. Et donc quand il y a eu la migration ici qui a été faite, bah, ils ont relancé le marketing, ils ont relancé plein de trucs. C'est d'ailleurs à ce moment-là, au tout début, où j'en ai reparlé. Et le token a réexplosé. Et en l'espace de un mois, on avait fait je sais plus combien, genre peut-être un... Je sais pas, j'ai pas envie de dire de conneries, mais c'était énorme en termes de multiplicateur. Ça avait explosé. Et du coup, le projet était reparti. Et vous voyez, du coup, de nouveau actuellement, on se resitue sur les niveaux, au final, qu'on avait quand on était ici. Même on est un peu plus haut. Et au final, on a un market cap voilà, qui est très très faible, quand on n'a même pas 1 million de market cap. Mais c'est pas impossible. Alors, je vais pas donner de faux espoir parce que c'est très peu probable. Mais c'est pas impossible non plus qu'on a par exemple un ATR qui revienne dans, je sais pas, au prochain cycle et qui refont, je sais pas, une migration, quelque chose qui fait que le projet se relance, il relance du marketing, il relance un bon concept, qui fait que pam, ça repart. Et ils le font une deuxième fois. S'ils l'ont fait une fois ici en 2024, ils pourraient le refaire éventuellement plus tard, quoi. Donc voilà, c'est ce que je me dis. Après, personnellement, je veux pas donner de faux espoir et je mise pas là-dessus, si vous voulez, pour récupérer le market cap qu'on avait sur la Terre. À mon avis, on a quand même plus de chances que ce soit un peu foutu. Donc ouais, dommage, parce que c'était quand même un des tokens où j'attendais pas mal de choses, enfin sur lequel déjà ça avait super bien marché au début du bullrun, mais sur lequel j'attendais pas mal de... sur lequel j'avais pas mal d'attentes pour la fin du bullrun. Finalement, ça n'a pas été le cas. Donc pas mal de déceptions de ce côté-là. Après voilà, c'est le jeu. Pour l'instant, j'ai pas holdé d'autres tokens. J'ai quand même, ici, j'ai toujours... je peux vous montrer vite fait ce que j'ai fait, mais j'ai pas grand chose non plus. On a toujours le même schéma que je hold, mais pareil, ça, j'ai plus trop d'attente là-dessus. Le seul que j'ai racheté un peu là, un peu, alors je l'ai acheté un peu haut, puis je l'en ai racheté plus bas, j'ai mis des ordres d'achat aussi un peu plus bas, c'est Clud, que je trouve intéressant, qui est pour l'instant 1 million de market cap, donc pareil, très très faible en termes de market cap, mais qui peut faire quelque chose d'intéressant. Je vous laisserai regarder sur X si ça vous intéresse. Clud, je pense que ça peut être un beau projet. En plus, ils ont gagné un des hackathons, je crois, de Spotlight, qui est le truc derrière Pump Fun, avec 250 000 $ du coup de Pump Fun qui est donné pour Clud, donc à voir. Le problème, comme d'hab, de toute façon, avec ce genre de projet, c'est qu'en fait, tant que le marché ne récupère pas du volume, comment dire, du momentum aussi, bah, ce genre de token, même s'il est parfait, même s'il pèterait dans les bonnes conditions, et ben en fait, là, les conditions, elles sont pas assez réunies pour qu'il y ait de la liquidité qui rentre sur ce genre de petits coins. Et en fait, je vois le marché des small caps, il est un peu dead en ce moment, parce que forcément, bah, le marché global et Bitcoin, il est un peu bon. C'est pour ça que je préfère focaliser Bitcoin que les autres altcoins. Après, il n'empêche que je quand même quelques projets comme ça intéressants que je trouve, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais du coup, voilà, grosse vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous voyez vous de votre côté. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui et moi je vous dis à plus. Ciao!